L'argent pourrit les gens, mais surtout les applications. Pourtant, quand on est du côté du créateur de celle-ci, ça paraît sensé de vouloir rendre son projet profitable, non? Mais est-ce que submerger l'utilisateur de publicité au détriment de l'UX est la solution? Quand ce n'est pas la publicité, ce sont les micro-abonnements qui s'accumulent et forment une bulle prête à exploser. Est-ce que les utilisateurs ne souhaitent vraiment plus payer un ticket d'entrée conséquent mais définitif? Ou bien préfèrent-ils la tension constante des modèles freemium qui utilisent nos systèmes de récompense comme terrain de jeu? Comment trouver le bon modèle économique pour d'une part développer un projet rentable et de l'autre respecter nos utilisateurs? La question de la monétisation d'une application, qu'elle soit web ou mobile, est complexe, et pourtant, développeurs, éditeurs et entrepreneurs doivent y réfléchir, car le financement de leurs infrastructures en dépend. Ne vous inquiétez pas, après avoir visionné cet épisode, vous aurez une vue d'ensemble du paysage de la monétisation. Vous serez même capable d'arbitrer entre les différents formats disponibles. C'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et comme vous, j'ai du mal avec le modèle économique de certaines applications. Pourtant, étant moi-même créateur d'applications depuis des années, web ou mobile, j'ai forcément besoin de rentabiliser mon travail. Mais je tiens toujours à garder l'expérience utilisateur au centre de mes préoccupations. C'est pour cette raison que j'ai exploré les différents modèles économiques et que j'ai pu ainsi réfléchir aux moyens les plus intelligents de les intégrer. Une stratégie de monétisation, ça ne se décide pas en claquant des doigts. Non, il faut forcément la définir au regard de notre projet et réaliser un arbitrage sérieux entre les différents formats. Pour y parvenir, il est nécessaire de connaître ces différents formats, de savoir combien ils peuvent potentiellement nous rapporter, et de se poser la question de leur opportunité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'appât du gain concernant l'engouement de notre projet pouvait nous pousser à adopter des technologies émergentes sans réel besoin. Nous avions observé l'impact négatif de cette tendance concernant la cohérence de notre projet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'impact négatif que notre stratégie de monétisation pourrait avoir. Bien entendu, nous verrons aussi comment, à l'inverse, opter pour un modèle économique intelligent. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu, vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs, cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences et peu importe vos langages de prédilection. Ici, ce sont des principes universels que nous allons étudier. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application, Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, non, ce ne sera pas un projet NFT, mais comme je le dis à chaque fois, c'est le meilleur support pour vous apprendre plein de choses. Pour répondre à la question du bon équilibre de notre modèle économique, je vais vous expliquer d'abord pourquoi il est nécessaire. Puis on fera un comparatif entre l'abonnement et l'achat one-shot. On ira ensuite sur le terrain de la publicité, qui est assez vaste, et enfin on verra comment diversifier et intégrer intelligemment notre monétisation. C'est parti. Pourquoi faut-il monétiser son app ? Je vous rappelle qu'on est toujours dans la phase d'avant-projet de notre application, et que c'est bien maintenant qu'il faut se poser la question de la monétisation. Réfléchir à cette question dès à présent va nous permettre de construire notre MVP autour des réponses qu'on va apporter. L'objectif d'un MVP est, si possible, de générer dès le début une forme de rémunération. Entendons-nous bien sur un point. La rémunération MVP que j'évoque n'est pas forcément synonyme d'euros sonnants et trébuchants. On reviendra dessus, mais dans certains modèles, l'acquisition d'utilisateurs est une forme de rémunération. Même si nous évoquerons la pertinence de ce phénomène, aujourd'hui nous allons centrer notre réflexion sur les moyens concrets de générer du cash. Monétiser son application est essentiel. Même un projet entièrement open source et a priori gratuit a besoin de réfléchir à son financement. Prenons Wikipédia en exemple. Alors que le projet est une initiative gratuite, Wikipédia demande régulièrement à ses utilisateurs de participer à des campagnes de dons. Car oui, même un projet comme Wikipédia doit reposer sur un modèle économique, peu importe qu'il soit lucratif. Et ceci pour une simple et bonne raison, une application web ou mobile, avant même de demander un financement pour son développement, va supposer l'existence d'infrastructures. Le plus souvent, les infrastructures vont être des serveurs, mais pas que. On l'oublie souvent, mais certains projets vont par exemple utiliser des API externes pour assurer leur fonctionnement. Et très souvent, ces API ne sont pas gratuites. De même, les systèmes de mailing transactionnel, parfois nécessaires au flux d'authentification des utilisateurs, sont payants, et même l'authentification tout court des fois. On a donc, quel que soit le projet, des coûts inhérents et incompressibles. C'est pourquoi, même si votre projet a vocation à ne pas être lucratif, vous devez réfléchir quand même à son modèle économique. La première raison de monétiser son application, ou au moins de trouver un modèle économique, est donc, tout simplement, d'assurer ses coûts de fonctionnement. Dans un second temps, être en mesure de générer des revenus permet aussi d'aller plus loin qu'un MVP en développant des nouvelles fonctionnalités. Une application en théorie rentable permet deux choses. D'abord de payer de potentiels collaborateurs, mais aussi d'attirer des investisseurs. Et lorsqu'on est seul aux commandes, comme je le suis pour Devolved, ça permet d'assurer dans le meilleur des cas de quoi vivre et continuer à travailler en toute indépendance. On a l'aspect infrastructure d'un côté, puis financement de l'autre, et enfin revenus pour subsister tout simplement. La monétisation de notre app est donc un enjeu réel. Analysons maintenant ensemble les différents formats de monétisation justement. Abonnement ou achat one-shot unique ? Le modèle économique le plus évident pour une app, c'est bien entendu la vente directe du logiciel.
C'est un modèle qu'on retrouve de moins en moins, mais qui est très simple à comprendre. En échange d'un paiement unique, l'utilisateur a accès à toutes les fonctionnalités de notre application. Ce modèle est surtout destiné aux logiciels de bureau et aux applications mobiles. En effet, l'application web ayant besoin d'une connexion et d'un navigateur pour fonctionner, il est difficile pour elle de justifier un achat one-shot. Bien sûr, il est relativement facile aujourd'hui de proposer une expérience offline avec les progressive web apps, mais la tendance du marché est tellement tournée vers l'abonnement que c'est difficile de justifier pour une app web auprès des utilisateurs un achat one-shot d'un outil qu'ils n'ont pas l'impression de posséder. C'est donc le modèle SaaS, pour Software as a Service, qui est la plupart du temps utilisé. Vous payez un montant fixe, souvent avec plusieurs offres selon les fonctionnalités, et vous avez accès depuis n'importe où au logiciel. D'ailleurs, concernant l'impression de posséder un logiciel, il est toujours bon de rappeler quelque chose. Les utilisateurs n'achètent pas en soi, même pour un one-shot, le logiciel, mais bien simplement une licence permettant son utilisation. Progressivement, les apps et logiciels bureaux qui optaient pour l'achat one-shot se sont tournés vers le modèle d'abonnement. Je pense par exemple à Sketch qui, sous la pression de Figma et Adobe XD, est passé du one-shot à l'abonnement. Adobe qui d'ailleurs aujourd'hui fait reposer entièrement son offre sur le Creative Cloud et l'abonnement unique. Cette pression ne s'est pas forcément exercée d'un point de vue purement économique. C'est parce que Figma et Adobe XD ont poussé des fonctionnalités collaboratives, nécessitant des infrastructures dont les coûts sont à supporter sur le long terme, qu'ils se sont tournés vers ce modèle. On voit donc que la nature même du service proposé peut pousser à passer sur de l'abonnement plutôt que du one-shot. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, des applications qui n'ont absolument aucune raison de proposer un abonnement le font quand même. Sur les stores mobiles, on est passé d'un modèle one-shot à abonnement de façon injustifiée la plupart du temps. D'abord parce que Apple et Google ont poussé à aller vers ce modèle en réduisant le montant qu'ils prélèvent sur chaque transaction. Puis parce que pour les utilisateurs, le prix d'entrée est à première vue moins élevé sur de l'abonnement que sur du one-shot. Le phénomène de service sur mesure y participe aussi. Mais comme je le disais juste avant, il ne faut pas tomber dans le tout abonnement si on n'en a pas besoin, au risque de paraître ridicule. Comment bien choisir entre l'une ou l'autre des formules? Pour l'achat one-shot, il peut être complètement justifié pour 3 raisons. La première, c'est que le service ne peut pas être compartimenté en plusieurs offres. La seconde, c'est lorsque la base d'utilisateurs est restreinte, car les revenus seront trop faibles. Et enfin, la troisième, c'est quand le coût de nos infrastructures ne dépend pas du nombre d'utilisateurs. Également, pour justifier un système d'abonnement, il faudrait que le contenu soit mis à jour régulièrement, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction du projet. Par exemple, c'est le cas des plugins d'édition vidéo, ou des petits logiciels qui n'ont qu'une seule fonction. En indépendant, c'est un format qui fonctionne bien, car on n'a pas à gérer un système de flux d'abonnement qui peut paraître complexe. Avoir un revenu récurrent, et donc des créances utilisateurs, peut être un avantage, et même servir d'argument auprès d'investisseurs. Mais il ne faut pas oublier qu'en indépendant, on va devoir gérer aussi le SAV, les remboursements, etc. En général, on ne rentrera jamais dans nos frais si on propose un abonnement, car la base d'utilisateurs est trop restreinte, et justifier ce dernier quand on ne propose que peu de fonctionnalités ou de perspectives d'évolution est difficile. Au contraire, si notre app est un MVP avec un fort potentiel d'évolution, autour de fonctionnalités qui seront ajoutées dans le futur, l'abonnement peut prendre sens. Mais en général, les projets qui marchent bien sur le système d'abonnement sont backés derrière par des investisseurs et peuvent se permettre d'utiliser ce fonctionnement comme levier d'acquisition de leur base de clients. Ils proposent d'ailleurs en général un premier tiers de fonctionnalités gratuites. Au final, tout dépend aussi du produit. Plus il sera de niche et qualitatif, plus le one-shot aura du sens. Plus il sera grand public, plus l'abonnement et l'acquisition client seront pertinents. On a donc 2 sources primaires de revenus, pour lesquelles il faut vraiment réfléchir et arbitrer, le one-shot et l'abonnement. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Mais explorez également la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Les formats de publicité. On va maintenant s'attaquer à un sacré morceau. Au-delà des 2 modèles qu'on vient d'étudier, un troisième pointe le bout de son nez. La publicité. La publicité est un excellent moyen de monétiser son application car elle ne suppose pas, de la part de l'utilisateur, un acte d'achat. Mais la publicité est dangereuse. On le voit tous, elle envahit complètement et abusivement nos applications. Pire, elle est souvent là pour pourrir l'expérience utilisateur et pousser ces derniers à passer sur un modèle premium. Il n'y a pas si longtemps, pullulaient sur les stores des versions light d'une même application. Apple a fait indirectement le ménage concernant ce phénomène d'ailleurs en imposant une règle aux développeurs. 2 apps créées par un même dev ne doivent pas être sensiblement les mêmes. Ça les a poussés à directement inclure dans une seule version toutes les fonctionnalités, mais avec un système de paywall. Cette mesure a aussi indirectement poussé les devs à opter pour le système d'abonnement, car ils ne pouvaient plus vendre en one-shot l'application. Mais revenons à la publicité. Ce qu'il faut comprendre avec la publicité, c'est qu'elle peut être très profitable sur mobile et beaucoup moins sur le web. Si on regarde un peu ce que propose Google via sa régie AdSense, on remarque que les efforts sont surtout tournés aujourd'hui vers AdMob. La plateforme mobile est beaucoup moins sur la plateforme web. On peut supposer que l'utilisation de plus en plus courante des adblocks sur desktop ont poussé peu à peu Google à miser sur la plateforme mobile. Ainsi,
Ainsi, certains mécanismes comme les Rewarded Video Ads n'existent pas dans ce cadre. Concernant la publicité, nous allons donc nous concentrer sur ce que propose la plateforme de Google et passer en revue les différents formats, dont celui que je viens d'évoquer. Ce qui va différencier les formats de publicité, c'est en fait deux philosophies très différentes. D'un côté, le mode bourrin, pour lequel c'est la quantité de publicité qui va compter, et de l'autre, le mode intelligent, où la qualité et l'adhésion de l'utilisateur vont primer. Un type de publicité ne va pas forcément être blanc ou noir, et c'est en général un compromis entre les deux extrêmes. Les Interstitial Ads. Si on va au plus bourrin, on va retrouver ce que Google appelle les Interstitial Ads, c'est-à-dire les publicités qui apparaissent à des moments clés, comme la fin de la consultation d'un article ou le game over dans un jeu. Ces publicités prennent tout l'écran, sont très invasives et parfois ne peuvent pas être quittées avant la fin d'un certain timer. Autant dire que ce format de publicité est extrêmement dommageable au niveau expérience utilisateur. Il va y avoir deux objectifs principaux. Le premier, c'est de pousser en général les utilisateurs à passer sur un abonnement premium, et le second, c'est de jouer sur la quantité d'utilisateurs. Car c'est un point très important. En général, plus on est proche du mode gros bourrin, moins la publicité va être rémunératrice. Ça n'a donc aucun intérêt si la base utilisateur est faible d'opter pour ce format publicitaire. Pour comprendre comment s'établit la rémunération publicitaire, il faut évoquer le CPM ou ICPM. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, pour faire simple, c'est plus ou moins combien rapporte une publicité pour 1000 impressions. Cette donnée dépend majoritairement de trois critères. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer, le format de la publicité. Le second, c'est la zone géographique d'exploitation. Par exemple, une publicité aux US est beaucoup plus rémunératrice qu'en France. Et enfin, c'est la plateforme de diffusion. Pour une publicité diffusée sur iOS, c'est quasiment le double d'une publicité sur Android. Ça s'explique car les utilisateurs iOS ont généralement plus de moyens que ceux d'Android et qu'ils dépensent beaucoup plus sur l'App Store que sur le Play Store. Mais vous allez voir que c'est pas tout le temps le cas. Il est difficile de dire à l'avance que tel ou tel format dans tel ou tel pays, sur telle ou telle plateforme va rapporter tant. La plupart du temps, les régies publicitaires fonctionneront sur la base d'un système d'enchères. Une publicité peut rapporter plus qu'une autre et ainsi de suite. On peut simplement observer des tendances. Les chiffres que je vais vous donner sont donc à prendre avec des pincettes. Mais je vous garantis que dès que je le pourrai, je partagerai avec vous les revenus que génèrent mes différents projets d'application et notamment Devolved, le gros projet qui sert de support à cette série de vidéos. Avant de parler de ces chiffres, j'aimerais avoir en commentaire votre ressenti par rapport à la publicité dans une application. Est-ce que pour vous c'est rédhibitoire ou alors est-ce que vous vous en accommodez? Est-ce que ça vous a déjà poussé à acheter ou souscrire à un abonnement? Avez-vous déjà désinstallé une app à cause de la publicité ou au contraire acceptez-vous de la subir parce que le service rendu est trop important? Dans ce cas, pourquoi ne souscrivez-vous pas à l'abonnement? Je vous lirai avec attention, soyez-en sûrs. On enchaîne sur les chiffres. Si on reprend le format Interstitial Ads, on va être pour iOS sur un ICPM moyen de 9,64$ aux USA et de 2,58$ en France. Pour Android, on va être à 10,45$ aux USA et 3,27$ en France. On se rend compte que le marché est plutôt ingrat en France. On est en général aux alentours des 17-18e places des classements des pays les plus rémunérateurs. Je vous mettrai des sources en description. Et là, vous vous dites que plutôt je vous ai raconté n'importe quoi, puisque sur iOS, c'est moins que sur Android. À mon avis, la raison pour ce format de publicité est assez simple. Sur Android, les utilisateurs sont beaucoup plus habitués à ce type de publicité invasive. Apple a toujours mis un point d'honneur à proposer des apps sur son store qui respectent un minimum l'UX. Ainsi, les utilisateurs iOS sont beaucoup moins enclins à adhérer à ce format que les utilisateurs Android. Vous verrez que pour les formats plus qualitatifs, la tendance s'inverse. Les bannières. Passons à un format un peu moins bourrin, les bannières. En général, on les retrouve en haut ou en bas des interfaces, elles sont la plupart du temps toujours visibles et font tourner, tel un kiosque, des publicités diverses. Autant vous dire qu'elles ne rapportent presque rien, n'étant pas tellement invasives. On va tourner autour des 0,23 centimes en ICPM aux USA et 0,11 centimes en France sur iOS. Pour Android, ça va être 0,61 aux USA et en France 0,17. On retrouve le même phénomène que pour les interstitials avec un marché Android plus profitable pour les mêmes raisons. Les Rewarded Ads. Passons maintenant aux Rewarded Ads. C'est pour moi le format le plus pertinent. Malheureusement, il ne peut pas convenir à tous les projets. Le plus souvent, il est utile pour les jeux car son fonctionnement est compatible avec eux. De plus, ce format est uniquement présent sur les applications mobiles. Vous n'avez pas trouvé sur le web de système comparable. Il y a de fortes chances que vous le connaissiez. Et pour expliquer simplement, la Rewarded Ads part du principe qu'en échange d'un item ou d'une vie, l'utilisateur accepte de regarder une vidéo en général de 30 secondes. C'est parce que l'utilisateur décide de lui-même de regarder la vidéo et parce qu'il obtient quelque chose en retour que c'est un format très intéressant. D'une part pour l'annonceur, car l'utilisateur venant de lui-même, il est beaucoup plus enclin à adhérer à la publicité, et d'autre part pour l'utilisateur qui bénéficie d'un avantage ensuite. Ce format est donc parfait pour le jeu vidéo car c'est une mécanique qui est ludique. Je t'échange 30 secondes de mon temps contre une vie supplémentaire. Au niveau du CPM, c'est un des formats les plus lucratifs, avec 13,53$ sur iOS aux US et 11,47$ sur Android. En France, ça s'effondre malheureusement, avec 2,32$ sur Android et 6,03$ sur iOS. En tout cas, notre hypothèse se vérifie concernant iOS. Le format
format le plus rémunérateur l'est encore plus sur cette plateforme. Alors attention concernant ce type de publicité, ce n'est pas non plus la panacée. Dans une application de type jeu mobile, quand on échange une vie contre une publicité, on se prive aussi du revenu potentiel qu'on pourrait tirer de la vente directe de cet item. Pour faire grossièrement le calcul, si on prend iOS, une impression vaut 0,006 centimes et 0,002 centimes sur Android. Littéralement, ça devient le prix de l'item. Si à côté de ça on vend l'item à 50 centimes pièce, ça peut poser problème car on est en perte totale. Il faut donc se poser la question suivante. Est-ce que je veux vendre l'item cœur de mon application via ce système? C'est une question que j'ai dû me poser pour Divold, vous vous en doutez. Publicité native et données personnelles. Il reste un dernier format de publicité qui est la publicité native. Ce format correspond à l'intégration d'une publicité selon la même charte graphique que le contenu natif, d'où le nom. C'est un format souvent réservé aux projets éditoriaux et on ne va pas s'étendre dessus car c'est assez difficile de trouver de la documentation à son sujet. Avant de passer à la suite, j'aimerais ajouter juste un petit mot sur un modèle économique un peu particulier, la vente des données personnelles. Je ne vais pas en parler ici car pour moi c'est un autre business, et d'ailleurs c'est un business qui ne m'intéresse pas en toute franchise. C'est mon opinion mais je trouve que ce type de monétisation est dans une zone grise. Faire reposer un projet sur la vente de données personnelles, c'est selon moi à la limite de la malhonnêteté. On appâte un utilisateur avec un service gratuit, on lui fait accepter des CGU qu'il ne lit même pas, puis on jette en pâture à n'importe qui des informations qu'il n'aurait jamais autorisé à vendre s'il l'avait su. Du coup, je ne suis pas à l'aise avec ce concept. Et si vous me connaissez, vous savez que je milite plutôt pour la transparence à ce niveau. Je ne vais donc pas faire la promotion de ce système qu'on peut difficilement rendre vertueux. Pensez intelligemment son modèle économique. Les chiffres de CPM, notamment, peuvent paraître un peu abstraits, alors je voudrais juste les mettre en face de la réalité et répondre à une question simple. Est-ce qu'en tant que développeur indépendant, on peut vivre grâce à la publicité d'une de nos applications? On va considérer un indépendant qui veut se verser un SMIC, soit environ 1300 € net par mois. Pour se verser ce salaire, il lui en coûtera en réalité environ 2350 € avec les charges, s'il est en société. Pour une app qui reposerait sur les publicités interstitielles, on fait le calcul avec les chiffres français, en faisant la moyenne iOS et Android et la conversion euro-dollar, donc une base environ de 3 € en CPM, le calcul est le suivant. 2350 divisé par 30 jours, divisé par 3 € et le tout multiplié par 1000. En gros, ça donne comme ça le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs et qui regardent au moins une pub par jour. Le résultat, c'est, pour arrondir, 26 000 utilisateurs actifs chaque jour qu'il faut pour se verser un SMIC. On fait le même calcul avec les bannières et on arrive à environ 560 000 utilisateurs par jour. Là, c'est un peu moins exact car en général, le format bannière montre plus qu'une publicité par utilisateur. Mais même en estimant qu'un utilisateur envoie 5 par jour en moyenne, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens reste colossal. Pour les publicités récompensées, on va être aux alentours de 19 000 utilisateurs. Donc en soi, si demain je lance une app et que chaque abonné de la chaîne regarde une pub par jour, je peux me verser un SMIC. Bien entendu, c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Et au mieux, pour une communauté de 20 000 abonnés, il faut plutôt viser au maximum les 200 utilisateurs quotidiens. Il n'empêche que si on imagine 3 vidéos récompensées par jour, on arrive à la somme faramineuse de 75 € par mois, ce qui me permettrait de manger un kebab tous les jours une fois les charges enlevées. Si je vous fais ces petits calculs, c'est avant tout pour vous montrer qu'il ne faut pas espérer devenir riche avec la publicité dans son application quand on est indépendant. Il vaut donc mieux se concentrer sur la qualité de cette dernière avant de vouloir la bourrer de publicité et faire fuir nos utilisateurs. Bon, passons au cas pratique. Je vais maintenant vous expliquer comment je compte monétiser Devolved, ma propre application. Petite parenthèse avant la suite, n'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos projets. Le but de cette série est de vous accompagner, et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. On continue. Comme dans tous les épisodes de cette série, je vais vous exposer la stratégie que je compte mettre en place pour ma propre application. Ce qui est super dans mon projet, c'est qu'on se trouve à mi-chemin entre l'application classique et le jeu vidéo. C'est donc un super terrain d'expérimentation en termes de modèle économique. Je vais vous expliquer, de manière graduelle, le spectre de celui-ci, de la partie gratuite jusqu'à l'aspect premium. Comme pour les épisodes précédents, ça va être intéressant de voir comment un concurrent, comme Yu-Gi-Oh! Duel Links, aborde le problème. Pour commencer, identifions quel est le produit cœur de l'application, et sous quelle forme il sera distribué. Pour Devolved, ce produit, c'est la carte à collectionner. Mais elle se trouvera, tout du moins au début, toujours sous la forme d'un booster. Je vais calquer sur Duel Links le nombre de cartes que contient un booster, car je pense que les gars de chez Konami ont bien étudié en interne le nombre optimal. Ces boosters seront la base de différents sets de cartes, basés sur des univers différents. L'objectif sera de régulièrement ajouter de nouveaux sets de cartes pour renouveler l'intérêt des collectionneurs. Et une série de cartes devrait contenir entre 90 et 150 cartes différentes selon moi. Bien entendu, en fonction de leur rareté, certaines cartes seront
seront de manière aléatoire plus difficiles à obtenir que d'autres. Mais peu importe leur rareté relative, de notre côté, le coût unitaire d'une carte ne devra pas dépasser les 33 centimes. On a calculé cette valeur par rapport au coût analogue d'une carte dans Yu-Gi-Oh! Duel Links. On pourra ajuster ce prix avec le temps, mais pour rester compétitif tout en conservant une bonne valeur pour chaque carte, on va se placer entre 14 et 22 centimes pour commencer. Après la MVP, lorsque l'on développera l'aspect joueur contre joueur, on augmentera sûrement ce prix. Après avoir étudié Duel Links, on sait que Konami offre grosso modo 15 € de cartes par mois à un utilisateur. C'est-à-dire qu'uniquement en se connectant chaque jour, un joueur peut récupérer cette valeur totale de cartes. Pour faire simple, un joueur chaque mois récupère une cinquantaine de cartes. Il faut cependant noter que dans les premiers jours de connexion, les dotations gratuites sont plus élevées pour améliorer la rétention des joueurs. Un point intéressant également, c'est que bien entendu, Duel Links offre de son côté un aspect joueur contre joueur compétitif, ce qui augmente la valeur des cartes. Pour éviter de dévaluer la valeur des cartes d'Evolved, on ne va pas baisser la valeur de celle-ci à l'extrême, mais au contraire plutôt augmenter la dotation gratuite du joueur. N'oublions pas que notre objectif est d'acquérir des utilisateurs dans un premier temps. Et à mon avis, peu importe que le coût d'une carte soit de 10 centimes ou 50 centimes, le plus important c'est de mettre au maximum l'aspect gratuit de l'application en avant dans un premier temps. On va donc devoir réfléchir en premier lieu à cet aspect et à la dotation totale à mettre en jeu. On va pour ça analyser comment Duel Links accueille un nouveau joueur. Au début, quand on arrive dans Duel Links, on nous montre que passer des niveaux nous rapporte des gemmes. On voit que de futures récompenses sont également promises au passage des niveaux suivants. Ce ne sont d'ailleurs pas forcément des gemmes. Clairement, il y a beaucoup d'éléments que nous, on ne pourra pas faire en MVP. La deuxième façon d'obtenir des gemmes, c'est de réussir des missions. On voit ici que le jeu nous octroie 50 gemmes environ pour une mission réussie. On a accès tout de suite ensuite à la boutique. Le seul set de cartes disponible est le premier, même s'il en existe beaucoup d'autres. Ça permet ainsi à Konami de contrôler la première ouverture de booster. On voit qu'un pack de cette série coûte 25 gemmes. Ce qui est intéressant à regarder à ce moment-là, c'est que Konami module la valeur de certains sets. Ainsi, alors que parfois un booster coûte 25 gemmes, pour un autre set, ce sera 50 gemmes. Dans Devolve, j'ai prévu une sorte d'échéancier de dotation gratuite que je vous mets juste là, sur le côté. Bien entendu, tout ça, ce n'est que de l'observation, de l'inspiration pour notre propre système. Comme base de dotation gratuite, je pense opter pour un mix entre de la monnaie virtuelle pour acheter des boosters et des cartes aléatoires. On verra ensuite si on ajoute des systèmes de niveaux, de bonus, de missions, etc. pour les nouveaux arrivants. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques idées. La chose la plus importante sera de ne pas offrir des boosters, contre de la publicité notamment, car ça dévaluerait trop les cartes. Cependant, la publicité sera bien présente, je vous en parle juste après. On voit donc maintenant comment la partie free du terme freemium sera mise en place. Maintenant, ce qui semble évident dans une telle application, c'est de vendre directement des boosters, et d'offrir des gemmes supplémentaires pour les achats en volume. Souvent, dans les jeux mobiles, on utilise des monnaies abstraites pour faire perdre en quelque sorte aux utilisateurs la valeur réelle de l'argent. Pour Devolve, ce ne sera pas des gemmes comme Yu-Gi-Oh, mais des fragments de quartz. Bien entendu, je me réserve le droit de modifier ce nom dans le futur si j'en ai besoin. Ce qui est intéressant dans Duel Links, c'est que, comme on l'a vu, un booster peut coûter entre 25 et 50 gemmes. Mais quand ils sont vendus en argent réel, le prix est fixe, 99 centimes le booster, sans système dégressif. Pour l'instant, voici la grille tarifaire que j'ai en tête. 3 boosters pour 1,99€, 5 pour 2,99€, avec 50 quartz offerts, 10 pour 5,99€ avec 100 quartz offerts, et enfin, 30 pour 14,99€ avec 300 quartz offerts. Forcément, la grille est un peu arbitraire, et finalement, on tombe à un prix moyen de 18 centimes par carte. C'est un bon compromis pour conserver la valeur de nos cartes, tout en restant accessible pour ceux qui veulent aller plus loin. Si maintenant on regarde la dotation gratuite, on peut calculer qu'entre 22 et 45 boosters pourront être obtenus gratuitement par un utilisateur chaque mois. Ça représente une valeur brute comprise entre 15 et 30€. Ça me semble plutôt juste, le jeu reste gratuit, on peut en profiter pleinement, et en même temps, ceux qui veulent aller plus loin le peuvent aussi. La chance que j'ai avec ce projet, c'est de vous avoir en tant que communauté. Beaucoup de créateurs proposent d'être soutenus via des plateformes comme Utip ou Patreon, et bien sachez que Devolve, dans un certain sens, sera, pour ceux qui le souhaitent, le moyen de soutenir la chaîne et tous les projets prévus. C'est quand même plus sympa. Bref, on a maintenant défini l'aspect gratuit, mais aussi l'aspect achat one-shot. Passons à la publicité. Que ce soit clair, tout l'intérêt de mon projet est de proposer une UX agréable. Je ne vais donc à aucun moment mettre des interstitiels ou des bannières. Déjà parce que comme on l'a vu, il n'y aura sûrement pas suffisamment d'utilisateurs pour que ça vaille le coup, puis parce que j'ai une idée bien meilleure. Je crois l'avoir évoqué dans un épisode précédent, mais les cartes seront sujettes à l'usure du temps. C'est-à-dire qu'une fois obtenues, plus le temps passera et plus votre carte se dégradera. De même, je l'avais évoqué, mais même sortie du paquet, la valeur d'une carte pourra être amoindrie si elle n'est pas parfaite. Un peu comme le système de grade des cartes de collection qui accole un B au lieu d'un A+, à une carte qui aurait un défaut d'impression. Et bien voilà l'endroit parfait pour mettre en place les Rewarded Ads. Voici comment je visualise les choses pour l'instant. Une fois un booster ouvert et les cartes révélées, l'utilisateur pourra, en échange du visionnage d'une publicité, faire expertiser la valeur de ses cartes, mais surtout les mettre dans un étui de protection pour empêcher leur vieillissement. Bien sûr, cette option sera toujours disponible a posteriori pour chaque carte, mais l'avantage de le faire dès l'ouverture du booster sera de bénéficier de l'opération sur toutes les cartes du paquet. Et les utilisateurs auront intérêt à le faire, car comme dans la vraie vie, si la carte n'est pas rapidement mise sous protection, elle se dégradera. Voilà pour la partie publicité. C'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Mais il reste un élément à réfléchir. Peut-être pas MVP, quoique. C'est l'abonnement. S'il devait y avoir un abonnement, il faudrait que ce dernier permette globalement deux choses. D'offrir plus de boosters gratuits chaque jour, et d'offrir l'expertise et la mise sous protection automatique des cartes.
C'est une possibilité que je me laisse sous le coude pour plus tard. Peut-être MVP, peut-être pas. Enfin, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué et qui est une vraie plaie lorsqu'on utilise l'App Store et le Play Store. C'est la commission d'Apple et de Google dans le cadre d'une application mobile. Elle peut aller jusqu'à 30% et ça pourrait donc valoir le coup de créer un shop alternatif qui proposera les mêmes produits un peu moins chers sur une plateforme web indépendante. Cependant, Apple propose par exemple un programme Small Business qui permet de réduire ce pourcentage à 15% pour les entreprises faisant moins de 1 million de dollars en chiffre d'affaires. Google propose d'ailleurs la même chose. Également, ce qui sera très cool, c'est qu'une fois la MVP de Devolve disponible, je pourrai vous offrir via DevClub Engage notamment des boosters et des abonnements. J'ai vraiment hâte que tout l'écosystème se mette en place. En conclusion, j'aimerais vous proposer une petite projection et estimer dans sa première phase combien Devolve pourrait me rapporter. Pour faire cette projection, on va dire que 1% de mes abonnés seront actifs sur Devolve. Ça représente actuellement environ 200 utilisateurs. Sur ces 200 utilisateurs, on va considérer que 10% dépensent de l'argent au moins une fois par mois sur l'application. On va prendre la moyenne des achats in-app one-shot et on va dire qu'un utilisateur dépense 6,50€ sur un mois. Ça nous donne 6,50€ x 20, soit 130€. On avait vu plutôt qu'avec 200 utilisateurs actifs, on pouvait espérer environ 75€ par mois de publicité. On arriverait donc à 200€. Si on ajoute à ça une dizaine d'abonnements à par exemple 5€, on pourra arriver à 250€ par mois. Je vous assure que si Devolve dans les premiers mois de son existence génère 250€ par mois, je serais hyper content. Enfin, faut que j'enlève les 30% des stores. Ah, et les 30% d'impôts sur les sociétés. Ah, et puis la moitié en charge aussi. Bon, si à la fin j'arrive à me payer un kebab tous les week-ends, ce sera déjà cool. En tout cas, je vous garantis de vous donner les chiffres exacts pour qu'on se rende compte si ces projections sont complètement à côté de la plaque ou non. Bien entendu, je n'ai pas pu évoquer tout ce qui existe en termes de monétisation. Et je me suis concentré sur la partie mobile avant tout. Sachez qu'AdMob n'est pas la seule régie publicitaire disponible. Il en existe plein d'autres qui peuvent d'ailleurs elles-mêmes être intégrées dans AdMob. Et là, on parle que du mobile. J'en ai pas parlé en profondeur non plus, mais concernant la monétisation d'une app web de style SaaS, n'hésitez pas à regarder du côté de Stripe, qui a une documentation incroyablement bien faite. Stripe qui serait par exemple utilisé dans le cadre d'un shop alternatif qui éviterait de payer la commission des stores. Bien entendu, tous les tarifs que je vous ai donnés ne seront pas forcément ceux qui seront mis en place dans la MVP finale, mais c'est avant tout pour illustrer et vous expliquer la démarche. Un prix, ça se confronte au marché et ça s'adapte. Au prochain épisode, on va commencer à formaliser tout ce qu'on a fait jusqu'ici, notamment dans un document qui est le plus important de notre projet, le cahier des charges. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!